Mes parents se sont levés, on t'offre la maison. J'ai souri, montré les photos de la mérule et demandé, avant d'accepter, on parle de la dette de 160 000 euros. Les applaudissements nourris traversaient l'épaisse porte en chêne massif de la salle à manger, étouffés mais indéniables, comme le grondement lointain d'un orage qui refuse de s'éloigner. Mais ici, dans l'espace confiné et aseptisé des toilettes du rez-de-chaussée, le seul son qui martelait mes tympans avec une violence inouïe était le battement frénétique de mon propre cœur. C'était une symphonie chaotique, un mélange dissonant de peur viscérale et d'une colère froide, une rage comprimée sous haute pression depuis exactement 34 ans. Je fixais mon propre reflet dans le miroir au cadre doré, cherchant une faille dans mon armure. Isor, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es une experte reconnue en audit de risques financiers à Lyon, tu jongles quotidiennement avec des portefeuilles de plusieurs millions d'euros, tu démantèles des fraudes complexes sans sourciller. Pourquoi un simple dîner de famille te réduit-il à l'état d'une enfant tremblante de 5 ans, terrifiée à l'idée de renverser son verre de lait? Ma main se crispa sur la coque froide de mon téléphone portable, mes jointures virant au blanc spectral sous l'effort. Ce petit appareil technologique contenait la bombe nucléaire que je m'apprêtais à faire exploser au visage de ceux qui m'avaient donné la vie. Ils pensent que je suis stupide. Ils sont persuadés que je suis la brebis docile, celle qui acceptera de porter leurs péchés, leurs échecs et leurs dettes colossales, comme je l'ai toujours fait par le passé. Mes parents viennent d'annoncer, avec une théâtralité écœurante digne d'une mauvaise pièce de boulevard, qu'ils m'offraient cette maison. Un geste si généreux, si grandiose, qu'il en devenait immédiatement suspect pour quiconque possédait un demi-cerveau fonctionnel. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai vu. J'ai vu ce qui rampe, ce qui vit et ce qui détruit sous la peinture fraîche et les sourires de façade. J'ai pris une profonde inspiration, lissé le revers de ma veste de tailleur noir, et j'ai déverrouillé le loquet de la porte. Le déclic métallique résonna comme l'armement d'un fusil. Il était temps de montrer à ma famille de quoi l'enfant invisible était réellement capable. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle histoire. Avant de plonger dans les détails sordides de cette affaire de famille complètement folle, je suis très curieuse de savoir jusqu'où s'étend notre communauté francophone. Depuis quelle ville ou quel pays suivez-vous cette histoire incroyable? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Dites-le moi en commentaire juste en dessous, j'adore lire vos messages et voir à quel point nous sommes nombreux. Revenons quelques heures en arrière, quand tout semblait encore figé dans une tranquillité mensongère, quand l'illusion était encore intacte. Ma voiture, une berline fiable mais sans prétention, filait sur l'autoroute A6. Les essuie-glaces battaient la mesure contre une pluie incessante, hypnotique, laissant derrière moi le tumulte urbain de Lyon pour m'enfoncer dans la campagne normande, humide et grise. C'était le jour des noces d'émeraude, le 40e anniversaire de mariage de mes parents, Baudouin et Sibylle Delacroix. 40 années de mariage. 40 années de mise en scène sociale, d'orgueil mal placé et de secrets soigneusement dissimulés sous le vernis craquelé de la tradition familiale. La pluie fouettait le pare-brise avec violence, comme pour me sommer de faire demi-tour, de fuir tant qu'il était encore temps. Je ne voulais pas venir. Sincèrement, chaque fibre de mon corps hurlait de rester chez moi, dans mon cocon sécurisé. Mais l'appel de mon père, la semaine dernière, avait fissuré mes défenses patiemment érigées. Sa voix tremblante, évoquant la santé déclinante de maman, disant qu'elle voulait juste voir ses enfants et petits-enfants réunis avant qu'il ne soit trop tard. Il avait joué sur la corde sensible, celle de la culpabilité, avec la virtuosité d'un maestro. Je savais, au fond de moi, avec ma logique d'adulte, que c'était à 90% de la manipulation émotionnelle, la grande spécialité de Sibylle relayée par Baudouin. Mais les 10% restants, cette part de moi, l'enfant blessé qui a soif d'amour et de reconnaissance espérait encore. J'espérais qu'au crépuscule de leur vie, face à leur propre mortalité, ils voulaient réellement renouer avec la fille aînée qu'ils avaient toujours gardée à distance, comme un objet utilitaire mais peu décoratif. La maison apparut au détour d'un virage serré, imposante et majestueuse sous le ciel de plein normand. Un ancien corps de ferme rénové, la fierté du clan Delacroix, l'endroit où j'avais grandi, où j'avais pleuré, et que j'avais fui à 18 ans sans me retourner. De loin, elle semblait parfaite, presque irréelle. Les murs extérieurs arboraient un crépi crème immaculé qui semblait capter le peu de lumière du jour, les volets bleu marine étaient rutilants, fraîchement repeints,
et des guirlandes lumineuses balisaient l'allée principale comme si Noël était arrivé en avance. C'était une image de carte postale, une publicité pour le bonheur familial. Je garai ma voiture à l'entrée de service, près des poubelles, une vieille habitude tenace qui s'était inscrite dans mes réflexes. Je savais pertinemment que si je me garais dans la cour d'honneur, ma mère se plaindrait que ma voiture trop utilitaire, trop banale, gâchait l'esthétique soignée de la façade pour les photos. À peine sorti du véhicule, mon odorat, particulièrement sensible, fut assailli. Ce n'était pas l'odeur de l'humus, de la terre mouillée ou du feu de bois typique de la campagne en novembre. C'était une odeur chimique, agressive. Une odeur de peinture fraîche, âcre, qui prenait à la gorge, et qui tentait maladroitement, désespérément, de masquer autre chose, une odeur de fond, lourde, terreuse et humide. Une odeur de caveau, de vieux journaux laissés à pourrir dans un égout, de champignons. Isor. Tu es là. La voix de ma mère retentit depuis le perron, perçant le bruit de la pluie. Elle se tenait là, sous l'auvent, resplendissante dans une robe en soie vert émeraude, maquillée avec une précision chirurgicale pour effacer les outrages du temps et les soucis. Elle ressemblait à une reine surveillant son royaume. Je m'avançai pour l'étreindre, cherchant un peu de chaleur, mais elle se raidit imperceptiblement, tendant juste sa joue poudrée pour une bise sociale, froide et distante, de peur d'abîmer son fond de teint ou sa coiffure laquée. Attention à ma robe, c'est de la soie sauvage, ça tâche de rien, dit-elle, son regard scannant ma tenue de haut en bas avec cette désapprobation familière qui me donnait toujours l'impression d'avoir 12 ans et d'être mal habillée. Encore du noir? Tu as l'air d'aller à un enterrement. Et dis-moi, tu t'es garé où? J'espère que tu n'as pas bloqué la Mini Cooper de Félicie, elle vient de la faire lustrer chez le concessionnaire. Félicie. Ma sœur cadette. L'enfant doré, l'élu, le miracle. Évidemment. Sa voiture trônait à la meilleure place, sous le porche, protégée de la pluie, tandis que je devais me cacher dans l'arrière-cour. Bonjour maman. Joyeux anniversaire de mariage, dis-je, ravalant l'amertume acide qui montait dans ma gorge, en lui tendant la boîte de chocolat de luxe des truffes artisanales qu'elle adorait que j'avais achetée sur une aire d'autoroute. Oh, merci, fit-elle en saisissant le paquet du bout des doigts sans même un regard pour l'emballage soigné. Entre vite, tu vas laisser entrer le froid et l'humidité. Et marche doucement, on vient de changer les tapis dans le hall, je ne veux pas de traces de boue. Je franchis le seuil, et une boule d'angoisse, dense et lourde comme du plomb, se forma instantanément dans mon estomac. La maison avait changé. Elle était plus opulente, plus chargée, mais aussi, plus suffocante. L'odeur de moisi que j'avais perçue dehors était ici étouffée, écrasée par une surdose de bougies parfumées à la vanille industrielle. Des dizaines de photophores brûlaient partout, sur chaque console, chaque rebord de fenêtre. L'air était lourd, sucré jusqu'à l'écœurement. Il cachait quelque chose. Et en tant qu'auditrice, je suis allergique aux choses cachées. Mon corps réagissait déjà, mes paumes devenaient moites, mon rythme cardiaque s'accélérait. Je savais que ce week-end ne serait pas une fête, mais un combat. Mon père, Baudouin, se tenait au centre du grand salon rénové, un verre de cognac hors d'âge à la main, posant comme un petit seigneur féodal contemplant ses terres depuis son donjon. Le salon était méconnaissable, le vieux parquet qui craquait avait disparu sous une moquette épaisse couleur crème, et les murs étaient tapissés d'un papier peint damassé doré qui criait « Nouveau riche ». En m'apercevant, il posa son verre avec un claquement sec sur la table basse en verre, arborant un sourire qui s'étirait jusqu'aux oreilles, dévoilant des dents trop blanches, mais qui n'atteignait jamais ses yeux gris acier. « Isor. Ma fille est née. » La prodigue, s'exclama-t-il avec cette voix de baryton travaillé qu'il réservait aux grandes occasions et aux discours publics. « Viens, approche, laisse-moi te regarder. Ta mère et moi avons quelque chose de capital, d'absolument essentiel à te dire avant que la horde d'invités ne débarque et ne nous vole tout notre temps. » Il me guida vers son bureau, cette pièce sacro-sainte aux odeurs de vieux cuir et de tabac froid où, enfant, je n'avais quasiment jamais le droit de pénétrer, sauf pour recevoir des réprimandes. Ma mère nous suivit de près, refermant la double porte capitonnée avec un soin méticuleux, nous isolant hermétiquement du bruit des premiers cousins qui commençaient à arriver dans le hall d'entrée. Le silence dans le bureau était pesant, chargé d'électricité statique. Sur le bureau massif en acajou, poli comme un miroir,
trônait un dossier épais, solitaire. Une chemise cartonnée bleu nuit, frappée des lettres dorées d'une étude notariale parisienne réputée. L'objet semblait irradier une aura menaçante. « Assieds-toi, je t'en prie », ordonna doucement mon père en désignant le fauteuil en cuir face à lui, celui réservé aux clients importants ou aux accusés. Il me servit un petit verre de liqueur de poire sans me demander mon avis. Aujourd'hui est un jour historique pour les Delacroix. 40 ans que nous bâtissons ce foyer, pierre par pierre. Et nous avons beaucoup réfléchi à l'avenir, à la pérennité, à la transmission de notre nom. Mon cœur accéléra, cognant contre mes côtes. Transmission? Avenir? Ces mots nobles n'avaient jamais été associés à mon prénom dans cette famille. J'étais celle qui devait se débrouiller, celle qui partait, pas celle qui restait. Nous ne sommes plus tout jeunes, tu sais, enchaîna ma mère, sa voix prenant soudain une teinte larmoyante, ses yeux se mouillant avec une rapidité suspecte. Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de mon père, jouant le tableau parfait du couple vieillissant et soudé. L'entretien de ce domaine devient lourd, trop lourd pour nos épaules fatiguées. Et selon la tradition. Elle marqua une pause théâtrale, cherchant le regard de mon père pour l'effet dramatique. Selon la tradition, reprit mon père avec emphase, se penchant vers moi, c'est l'aîné qui hérite et protège le toit des ancêtres. C'est la règle immuable. Isor, nous avons pris notre décision, et elle est irrévocable. Nous te donnons cette maison. Maintenant. Ce soir. Il poussa le dossier vers moi du bout des doigts, comme s'il me tendait les clés du paradis. Je restais interdite, la bouche entr'ouverte. Me donner la maison? Cette bâtisse, malgré son odeur étrange, valait au bas mot 400 000 € sur le marché actuel. À moi? Isor l'a mal aimé? Pendant une fraction de seconde, ma carapace de logique, forgée par des années de déception, se fissura. Et si j'avais eu tort tout ce temps? Et s'il m'aimait vraiment, s'il me faisait enfin confiance? La perspective d'être reconnue, d'être choisie au détriment de Félicie la favorite, fit vaciller ma méfiance naturelle. Une vague de chaleur monta à mes joues. C'est sérieux? Vous ne plaisantez pas, demandai-je, ma voix se brisant légèrement, trahissant mon émotion. Absolument, sourit ma mère, encourageante, presque maternelle pour la première fois depuis des années. Tu as réussi ta vie, tu es cadre, tu es responsable, tu as la tête sur les épaules. Félicie, eh bien, tu la connais, elle est encore fragile, un peu bohème, elle ne sait pas gérer l'argent. Toi seul as les épaules pour ça. C'est ton droit de naissance. Tu as juste à signer ici, mon père ouvrit le dossier d'un geste sec. C'était un document juridique dense, tapé en petits caractères serrés. C'est une procuration notariée spéciale. Tu signes, et lundi à la première heure, je file chez le notaire pour finaliser le transfert de propriété à ton nom. Comme ça, tu n'as même pas besoin de refaire l'aller-retour depuis Lyon, je m'occupe de toute la paperasse ennuyeuse. Il dévissa le capuchon de son stylo plume Mant Blank, lourd et froid, et me le tendit. Je remarquai immédiatement un détail qui fit tiquer mon cerveau d'auditrice, des post-it jaunes vifs étaient collés un peu partout sur le document, ne laissant apparaître que les lignes pointillées destinées aux signatures et aux paraphes. Allez, signe vite ma chérie, tante Claudine vient d'arriver, je l'entends rire dans le couloir, je dois aller l'accueillir, pressa ma mère, posant sa main sur mon épaule. Ses doigts exercèrent une pression qui se voulait affectueuse mais qui ressemblait étrangement à une contrainte physique, comme pour me clouer sur le siège. Je saisis le stylo. L'encre noire brillait sur la plume dorée. J'allais signer. Je voulais tellement leur faire plaisir, rendre ce moment parfait, être enfin la bonne fille. Mais soudain, une bouffée de cette odeur de vanille trop forte me donna la nausée, et mon instinct professionnel, celui qui m'avait sauvé de tant d'erreurs dans ma carrière, se réveilla brutalement. Pourquoi une procuration et pas une donation directe devant notaire? Pourquoi cette urgence de signer avant le dîner, sur un coin de table, sans témoin? Pourquoi cacher le texte avec des post-it? Je plissai les yeux, essayant de déchiffrer les lignes de texte qui dépassaient sous le post-it jaune de la 3e page. Mon père l'avait collé de manière stratégique pour masquer un paragraphe entier. Je vis des mots comme hypothèque, passif, solidaire. Papa, dis-je lentement, reposant le stylo sur le buvard,
j'ai oublié mes lunettes de lecture dans la boîte à gants de ma voiture. C'est écrit trop petit, les caractères se mélangent. Oh, mais ce n'est que du jargon administratif, rit mon père, un rire sonore mais faux, et je vis un muscle se contracter nerveusement dans sa mâchoire serrée. L'avocat a tout préparé, c'est du standard. Tu ne fais pas confiance à tes propres parents le jour de leur anniversaire? Ce n'est pas une question de confiance, répondis-je en repoussant légèrement le dossier. Mais je suis auditrice, tu sais. Je ne peux pas dormir si je signe un truc sans le lire intégralement. Et puis, j'ai besoin d'aller aux toilettes, la route a été longue et le café de l'autoroute ne passe pas. Je me levai brusquement, serrant le dossier contre ma poitrine comme un bouclier. Je monte chercher mes lunettes de rechange dans mon ancienne chambre. 5 minutes. Je redescends et on signe ça avant le champagne. Non, s'écria ma mère, sa voix montant d'une octave, perdant son calme. Elle fit un geste brusque pour récupérer le dossier, mais je fis un pas en arrière, hors de sa portée. Je veux dire, laisse le dossier ici, c'est plus simple, tu vas le froisser. Monte chercher tes lunettes les mains vides. Je veux profiter de ma petite pause technique pour le survoler au calme, dis-je avec un clin d'œil forcé, jouant la carte de la décontraction. Déformation professionnelle, maman, on ne se refait pas. Sans attendre leur réponse, je sortis du bureau d'un pas vif, sentant l'adrénaline inonder mes veines. Je sentais leurs regards me brûler le dos comme des lasers. Alors que je montais l'escalier vers le premier étage, j'entendis mon père siffler à ma mère, sa voix basse vibrante de colère, « Je t'avais dit de ne pas mettre ces foutus post-it aussi grossièrement. » Elle se méfie de tout. Arrivé dans ma chambre d'adolescente, je verrouillai la porte à double tour. La pièce était glaciale, figée dans le temps avec ses posters délavés et son lit étroit. Je jetai le dossier sur le couvre-lit et sortis mes lunettes qui ne me servaient qu'à filtrer la lumière bleue des écrans, ma vue étant parfaite mais c'était l'alibi idéal. J'arrachai le post-it de la 3e page avec des doigts tremblants. Les mots en gras me sautèrent au visage comme une gifle, brutale et humiliante. Clause de solidarité des dettes hypothécaires. Et juste en dessous, en caractère plus petit mais tout aussi mortel, le cessionnaire, Isor Delacroix, accepte irrévocablement de reprendre l'intégralité du passif hypothécaire grevant le bien immobilier, pour un montant total restant dû en principal et intérêt de 160 000 €. Mon souffle se coupa net. 160 000 €? Mes parents avaient fini de payer la maison il y a 10 ans. Ils avaient fait une fête énorme pour brûler l'échéancier du crédit. D'où sortait cette dette colossale? Je feuilletai frénétiquement le reste du document. Ce n'était pas un acte de donation bienveillant. C'était un transfert de dette déguisé, un piège financier mortel. Ils voulaient que je prenne la maison à mon nom pour que la banque vienne me réclamer l'argent à moi, et non à eux. Ils voulaient sauver leur peau en sacrifiant la mienne. Mais où est passé l'argent? Ils ont emprunté 160 000 € pourquoi? La maison a l'air belle de loin, mais elle sonne creux. Certainement pas pour des rénovations structurelles, vu l'odeur de moisi qui persistait malgré les bougies. Il me fallait des preuves. Je ne pouvais pas descendre accuser mes parents sans munitions. Je devais savoir ce qui se passait réellement dans cette maison. Je sortis de ma chambre sur la pointe des pieds, mon cœur battant la chamade. Je longeai le couloir sombre vers l'escalier de service, étroit et raide, qui menait au sous-sol. C'était mon refuge quand j'étais petite, l'endroit où je me cachais quand les disputes de mes parents devenaient trop bruyantes. La porte en bois de la cave, autrefois écaillée, avait été repeinte avec une laque brillante marron foncé, et un cadenas neuf en acier trempé en interdisait l'accès. Mais ils avaient oublié un détail crucial, je suis leur fille. J'ai vécu 18 ans ici. Je connais leurs habitudes maniaques et leur paresse. La clé de secours de la cave avait toujours été cachée sous le pot de sansevieria, cette plante qu'on appelle langue de belle-mère, au bout du couloir, près de la fenêtre. Je soulevai le pot en terre cuite. Elle était là, la petite clé en laiton terni, froide et familière contre ma paume. Je déverrouillai le cadenas, le déclic résonnant comme un coup de feu dans le silence de l'étage. L'odeur m'assaillit instantanément dès que j'entr'ouvris la porte. C'était une puanteur organique, lourde, étouffante, 100 fois pire qu'à l'étage. L'odeur de la pourriture, de la terre mouillée, de la mort lente du bois. J'allumai la torche de mon téléphone,
son faisceau blanc perçant l'obscurité, et descendit les marches qui gémissaient sous mon poids. Sous la lumière crue, le sous-sol semblait étrange, presque chirurgical. Les vieux murs de pierre brute avaient été recouverts à la va-vite de plaques de plâtre flambant neuves, d'un blanc immaculé. Le sol en terre battue était masqué par un linoléum imitation parquet gris bon marché. C'était propre en apparence, une rénovation low cost, mais l'odeur traversait ce maquillage grossier comme une vérité qui refuse d'être enterrée. Je m'approchai du muret, celui qui donnait sur la partie la plus humide du jardin, là où la pente du terrain dirigeait toute l'eau de pluie. Le plâtre était légèrement boursouflé à cet endroit, comme une peau malade. Je sortis ma lime à ongles en métal de ma poche et grattai la bosse. Le plâtre s'effrita comme de la craie humide, sans aucune résistance. Et derrière, je dus plaquer ma main sur ma bouche pour étouffer un cri d'horreur pure. Ce n'était pas de la pierre. C'était une abomination vivante. Des filaments orange vifs, cotonneux, mêlés à des plaques blanchâtres visqueuses, s'étendaient comme une toile d'araignée maléfique sur toute la surface du mur d'origine. Des cordons mycéliens, gros comme mon petit doigt, s'incrustaient profondément dans la poutre porteuse en chaîne, la digérant de l'intérieur, la transformant en poussière. La mérule. La lèpre des maisons. Le cancer du bâtiment. Je frissonnais de tout mon corps, une chair de poule glacée parcourant mes bras. En France, la mérule est le cauchemar absolu de tout propriétaire, une sentence de mort pour un bien immobilier. C'est un champignon lignivore qui se propage dans l'obscurité, détruisant la structure même des bâtisses. Vu l'étendue des dégâts, le champignon était là depuis des années. Je fis un calcul rapide, déformation professionnelle oblige, traitement chimique lourd, démolition des murs, remplacement intégral des poutres et des planchers, au bas mot 60 000 € de travaux. Si on ne faisait rien, la maison s'effondrerait sur ses occupants d'ici 1 an ou 2. Ils le savaient. Ils avaient fait poser ce plâtre pour cacher la misère juste avant la fête. Ils voulaient que je signe, que je devienne propriétaire de ce cancer immobilier. Si je signais, je serais responsable. Je serais ruiné. Mon assurance ne couvrirait jamais un vice caché antérieur à la vente. Je pris des dizaines de photos, zoomant sur les champignons, filmant le bois qui s'effritait sous la simple pression de mon doigt, tombant en poussière rouge. Mes mains tremblaient de rage. Il ne m'offrait pas un foyer. Il m'offrait une ruine toxique. Mais une question persistait, lancinante, où étaient passés les 160 000 € de l'emprunt, si ce n'était pas pour rénover cette horreur? Je remontai, refermai la porte et remis le cadenas. Je devais trouver la réponse. Je me glissai vers la sortie arrière, direction la vieille grange au fond du jardin. La pluie continuait de tomber, trempant mes cheveux et ma robe, mais je ne sentais plus le froid. La grange, une bâtisse en bois délabré, servait habituellement de débarras pour les vieux meubles et la tondeuse. Mais ce soir, la grande porte coulissante était mal fermée, laissant filtrer un reflet métallique étrange. Je poussai le battant lourd et me glissai à l'intérieur. Au milieu de la paille, des toiles d'araignée et de la poussière, trônait un monstre de technologie et de luxe. Un camping-car intégral de marque Pilote, modèle Diamond d'édition, le haut de gamme absolu. Il était immense, blanc nacré avec des finitions chromées qui brillaient dans la pénombre. Il semblait totalement déplacé, comme un vaisseau spatial atterri dans une étable du Moyen-Âge. Je restai bouche bée. Un engin pareil coûtait une fortune, le prix d'un appartement. La porte conducteur n'était pas verrouillée. Je montai à bord. L'intérieur sentait le cuir neuf, un contraste saisissant et luxueux avec la puanteur de la cave. Tableau de bord digital, cuisine équipée en marbre, fauteuil pivotant en cuir crème, grand écran plat. C'était un palace sur roues. J'ouvris la boîte à gants, cherchant frénétiquement. Une pochette en cuir s'y trouvait. Facture d'achat. Acheteur, Baudouin et Sibylle Delacroix. Date, 20 novembre, il y a 5 jours seulement. Montant TTC, 95 000 €. Règlement, virement bancaire immédiat. Et juste en dessous, un courrier froissé de la Banque Crédit Agricole, celui qu'ils avaient dû recevoir juste après l'achat, objet, refus de renégociation de prêt et mise en demeure. Monsieur, Madame, suite à votre demande de rallonge de crédit,
Nous sommes au regret de vous informer que votre taux d'endettement dépasse désormais les 48%, bien au-delà du seuil légal. Compte tenu de l'absence de garantie supplémentaire, nous exigeons la régularisation de votre situation ou la présentation d'une caution solidaire solvable sous 15 jours. Le puzzle était complet. Chaque pièce s'emboîtait avec une précision diabolique. Ils avaient hypothéqué la maison pour 160 000 € en mentant probablement sur l'usage des fonds, prétendant faire des travaux. Ils avaient claqué près de 100 000 € dans ce jouet de luxe pour leur retraite dorée, et le reste avait dû servir à payer leurs dettes de jeu ou à maintenir leur train de vie fastueux. Mais la banque avait coupé les vivres. Ils étaient au pied du mur. Ils allaient tout perdre, la maison, le camping-car, leur statut social. Alors, ils ont cherché un pigeon. Un bouc émissaire. Une personne avec un CDI en béton, un salaire de cadre supérieur, et un casier bancaire vierge. Moi. Ils voulaient me transférer la propriété et donc la dette de la maison pourrie par la mérule. Je paierais les mensualités de 160 000 € plus les 60 000 € de travaux pour sauver la structure. Pendant ce temps, eux et Félicie dont je vis le nom inscrit comme « conducteur secondaire » sur le contrat d'assurance du véhicule posé sur le siège passager partiraient faire le tour de l'Europe dans ce palace roulant, libre comme l'air, aux frais de la princesse Isor. Je m'effondrais sur le siège en cuir du conducteur. La nausée me prit à la gorge. Des larmes brûlantes coulèrent sur mes joues, non pas de tristesse, mais de pure incrédulité. Je me mordis la lèvre jusqu'au sang pour ne pas hurler de rage. Ce n'était pas l'argent. C'était la cruauté absolue du plan. Ils avaient tout calculé. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir financier, à me laisser me noyer dans les problèmes juridiques et bancaires, juste pour sauver leur apparence bourgeoise et leur confort égoïste. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Marceau, mon cousin menuisier, le seul membre sain et honnête de cette famille, celui que tout le monde méprisait parce qu'il travaillait de ses mains. Isor, j'ai vu ton père discuter avec des courtiers véreux la semaine dernière au bar du village. Fais gaffe. Il se passe un truc louche, il cherche du cash désespérément. J'essuyai mes larmes d'un revers de main rageur. Je regardais mon reflet dans le rétroviseur central du camping-car. Mes yeux avaient changé. La tristesse de l'enfant qui voulait être aimé avait disparu, remplacée par une détermination glaciale, celle de l'auditrice qui vient de découvrir une fraude massive. Je tapais une réponse à Marceau. Tu as ton câble HDMI pour le vidéoprojecteur? J'ai un film de famille très spécial à diffuser ce soir. Prépare le matériel, ça va secouer. Je regagnai la salle à manger alors que la vieille horloge comtoise sonnait 7 coups lugubres. La pièce était désormais bondée, une véritable fourmilière mondaine. Une vingtaine de membres de la famille oncles, tantes, cousins, cousines se tenaient là, coupe de champagne à la main, dans un brouhaha de rires polis et de conversations superficielles. L'atmosphère était saturée d'un mélange capiteux de parfums de luxe, d'odeurs de foie gras poêlé venant de la cuisine et de ces maudites bougies à la vanille qui tentaient toujours de masquer l'odeur de mort de la maison. Je me frayais un chemin à travers la foule, la tête haute, un sourire de cire fixé sur mon visage. J'avais négocié avec des requins de la finance internationale, je pouvais gérer ce dîner de province. Ah, la voilà, la vedette, gloussa tante Claudine, une femme qui vivait pour les potins et dont la voix perçante pouvait briser du cristal. Il paraît que tu vas recevoir le gros lot ce soir? Quelle chance tu as, c'est payant d'être l'aîné finalement. Ta mère nous a dit que c'était un cadeau royal. Oui, tante Claudine, répondis-je, ma voix douce mais chargée de sous-entendus toxiques. C'est un cadeau très lourd. J'ai peur d'y laisser mon dos et ma santé mentale. Elle éclata de rire, pensant à une plaisanterie spirituelle, et retourna à son champagne. Soudain, la double porte du salon s'ouvrit à la volée. Félicie fit son entrée. Ma sœur avait soigné sa mise en scène. Elle portait une robe de soirée rouge sang, fendue jusqu'en haut de la cuisse, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues dans un brushing parfait. Elle rayonnait, attirant tous les regards. Désolée pour le retard, le maquilleur a pris du temps, s'écria-t-elle avec cette voix de petite fille gâtée qu'elle utilisait pour manipuler son monde. Elle fonça sur mes parents comme un missile téléguidé. Oh papa, maman. Joyeux anniversaire. Je vous aime tellement. Vous êtes les plus beaux. Ma mère,
Sibylle, fondit littéralement. Elle serra Félicie contre elle, l'embrassant avec une ferveur, une chaleur réelle qu'elle ne m'avait jamais témoignée. Les yeux de mon père brillaient d'admiration pure. C'était leur chef-d'œuvre. Ma princesse est là, la fête peut commencer, déclara-t-il en claquant des mains pour attirer l'attention. À table tout le monde. Nous prîmes place. La table était une œuvre d'art, nappe en lin blanc brodé, argenterie de famille polie, cristal de baccarat. J'étais assise à la droite de mon père, la place d'honneur, celle du sacrifié. Félicie était à la gauche de ma mère. Marceau, lui, était relégué en bout de table, près de la porte de la cuisine, mais il me fit un clin d'œil discret. Il avait déjà connecté mon téléphone au système de projection HDMI que mon père adorait utiliser pour infliger ses diaporamas de vacances interminables à l'Assemblée. Le câble courait discrètement sous la nappe. Le dîner commença. Les plats se succédaient, délicieux une terrine de saumon, un filet de bœuf en croûte mais pour moi, tout avait le goût de la cendre et de la trahison. J'observais mes parents gâter Félicie, lui servant les meilleurs morceaux, remplissant son verre avant qu'il ne soit vide, riant à ses blagues pas drôles. Félicie acceptait ses offrandes comme un dû divin, me lançant parfois des regards empreints d'une pitié feinte et d'une supériorité arrogante. « Tu as l'air fatigué, Isor, lança-t-elle soudain, sa voix portant assez fort pour que la moitié de la table entende et s'arrête de manger. « Tu as des cernes terribles. Le travail te tue, ma pauvre. Tu devrais apprendre à lâcher prise. Regarde-moi, je prends la vie comme elle vient, je vis l'instant présent. À quoi ça sert de s'épuiser à amasser de l'argent si c'est pour avoir cette tête-là ? » Je souris, un sourire lent et dangereux, en sirotant mon eau. Ça sert à payer ses propres factures et à ne pas dépendre de la charité des autres, petite sœur. C'est un concept fascinant qu'on appelle l'indépendance, tu devrais essayer un jour, c'est très gratifiant. Félicie ouvrit la bouche pour répliquer, piquée au vif, mais mon père se leva brusquement, faisant teinter sa cuillère en argent contre son verre en cristal. Le son cristallin coupa net toutes les conversations. Le silence se fit instantanément. Mes chers amis, ma famille bien-aimée, commença-t-il, gonflant le torse, savourant l'attention. Merci d'être là pour nos noces d'émeraude. 40 ans d'amour, de construction, de bonheur. Applaudissements polis et murmures d'approbation. Et pour marquer ce jour d'une pierre blanche, nous avons une annonce capitale. Comme vous le savez, cette maison est l'âne des Delacroix. C'est notre histoire. Et ce soir, nous avons décidé de transmettre cette âme, de passer le flambeau. Il posa sa main sur mon épaule. Je sentis le poids de sa paume, moite et lourde, comme le contact d'un geôlier. Isor, ma fille aînée. Ta mère et moi avons décidé de te faire don de cette propriété. Dès ce soir. Tu en seras la seule et unique propriétaire, la gardienne du temple. Un murmure d'admiration parcourut la salle comme une onde de choc. Quelle générosité, bravo, c'est magnifique, quel cadeau incroyable. Les regards envieux se posèrent sur moi. Tiens, signe ici, ma mère fit glisser le dossier et le stylo vers moi, directement sur la nappe blanche, entre l'assiette de fromage et la corbeille à pain. Signe devant témoin, qu'on puisse porter un toast à la nouvelle châtelaine. C'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire. Je pris le stylo. Je le fis tourner entre mes doigts. Tout le monde me regardait avec envie, pensant que j'étais la personne la plus chanceuse du monde. S'ils savaient que je tenais mon propre arrêt de mort financier. Mes amis, je fais une pause ici, au sommet de la tension. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, entouré de 20 témoins, avec vos parents qui vous mettent la pression sociale maximale pour signer votre ruine déguisée en cadeau royal. Que feriez-vous ? Vous renverseriez la table en hurlant ? Ou vous signeriez pour régler ça plus tard en privé pour éviter le scandale ? Dites-moi votre stratégie en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous auriez réagi. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Le clou du spectacle arrivait. Et pour que ce soit juste, reprit ma mère en se levant, les yeux brillants, sa voix tremblant d'une émotion surjouée, puisqu'Isor reçoit la maison et son immense valeur, nous ne pouvions pas laisser notre petite Félicie, notre bébé, sans rien. Elle sortit de son sac à main une boîte en velours rouge, de la taille d'un poing. Félicie, c'est pour toi.
pour que tu aies toi aussi ta part de bonheur. Félicie ouvrit l'écran avec des doigts avides. Un cri perçant déchira l'air. À l'intérieur, reposant sur un coussin de soie blanche, une montre Cartier Tank française, en or et acier, sertie de vrais diamants sur le cadran. Je connaissais ce modèle par cœur. Il valait au moins 12 000 € en boutique. Oh mon Dieu! Elle est sublime. C'est celle que je voulais, hurla Félicie en l'enfilant immédiatement. Elle agita son poignet sous la lumière du lustre pour faire scintiller les pierres. Merci papa, merci maman. Vous êtes fous. Je vous aime. Elle se tourna vers moi, un sourire carnassier et triomphant aux lèvres. Tu vois Isor, toi tu as les vieilles pierres poussiéreuses, et moi j'ai les diamants éternels. Chacun son truc. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai te voir dans ton château. C'était le coup de grâce. La goutte d'eau qui fit déborder le vase de ma patience. Ils avaient 12 000 € pour une montre de luxe, mais pas un centime pour traiter la mérule qui dévorait la maison qu'ils voulaient me refiler. Ils me donnaient la dette, et à elle les actifs. Je posai le stylo sur la table avec un bruit sec, définitif. Je me levai lentement. Le silence retomba, lourd d'interrogations. Attendez, dis-je d'une voix claire, calme, mais tranchante comme une lame de rasoir, qui coupa net les murmures. Avant que j'accepte ce cadeau monumental et que je signe ma vie, j'aimerais vous montrer quelques photos de famille que j'ai trouvées tout à l'heure. Marceau, lance la projection, s'il te plaît. La lumière du lustre vacilla et s'éteignit alors que Marceau, avec une efficacité redoutable, activait le projecteur. Un rectangle de lumière crue apparut sur le mur blanc du fond, au-dessus de la cheminée, captivant l'attention hypnotisée de toute la tablée. C'est quoi ça? Le film de vos dernières vacances à la Baule, demanda l'oncle Robert en riant grassement, la bouche pleine de fromage. On va encore voir Baudouin en maillot de bain? Presque, oncle Robert, répondis-je, serrant la petite télécommande dans ma main comme une arme chargée. C'est un documentaire inédit sur l'amour filial et la gestion de patrimoine. La première image s'afficha. Gigantesque. Haute définition. Brutale. Ce n'était pas une plage ensoleillée. C'était une photo macroscopique, prise au flash, des champignons sous le plâtre de la cave. Les filaments orange et blanc semblaient pulser sur l'écran, une vision cauchemardesque de décomposition organique. On voyait clairement le bois de la poutre transformé en éponge. Le silence tomba comme une guillotine. Les rires s'étranglèrent. Quelques invités poussèrent des exclamations de dégoût, reculant sur leurs chaises. Voici le cadeau numéro 1, annonçai-je, ma voix froide, précise, clinique. La cave de cette maison. Ce que vous voyez, mesdames et messieurs, c'est une infestation massive de mérules pleureuses. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un champignon qui mange le bois, la pierre et le mortier. Il est en train de digérer les fondations mêmes de cette maison. Je passai à la diapositive suivante, une vidéo où mon doigt traversait la poutre porteuse comme si c'était du beurre mou, faisant tomber une pluie de poussière rouge. Ce matin, mes parents ont fait poser du plâtre neuf par-dessus pour le cacher. Une rénovation de façade. Coût estimé des réparations structurelles, 60 000 € minimum. Si je signe ce papier ce soir, je deviens propriétaire, et donc responsable pénalement de ce vice caché. L'assurance ne couvrira rien car c'est une négligence avérée. Isor. Arrête ça tout de suite, rugit mon père. Il bondit de sa chaise, le visage violacé de fureur, renversant son verre de vin. Il fit mine de se ruer vers moi pour m'arracher la télécommande. Mais Marceau, avec sa carrure de déménageur breton, se posta, accidentellement, sur son chemin, bloquant l'accès comme un mur de briques. « Rassieds-toi, papa, dis-je sans ciller, sans reculer d'un millimètre. Le film n'est pas fini. Tu voulais une soirée mémorable, tu vas la voir. » Clic, nouvelle image. Le camping-car pilote à 95 000 € apparut, brillant de mille feux dans la pénombre de la grange, accompagné de la photo zoomée de la facture d'achat datée d'il y a 5 jours, avec les signatures de mes parents bien visibles. Vous vous demandez où est passé l'argent de l'entretien de la maison? Pourquoi la mérule prolifère? Le voici. Un palace sur roue. Acheté la semaine dernière en cachette.
Un murmure scandalisé parcourut la salle comme une traînée de poudre. 95 000 €, entendis-je chuchoter avec effroi. Ils ont acheté ça? Ma mère devint livide, ses mains s'agrippant à la nappe comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un naufrage. Félicie cessa de sourire, son visage se figeant, couvrant instinctivement sa montre Cartier avec sa main, comme si elle brûlait soudainement sa peau. Et enfin, dis-je en affichant la pièce maîtresse, la preuve ultime, la photo du courrier de la Banque Crédit Agricole et la clause de transfert de dette surlignée en jaune fluo sur le contrat que je tenais. Voici pourquoi on fait la fête ce soir. Voici la vérité. Mes parents ont une dette hypothécaire de 160 000 € sur cette maison. La banque refuse de leur prêter plus d'argent car ils ont tout flambé dans ce camping-car et dans leur train de vie. Ils sont en faillite technique. La saisie est imminente. Je me tournai vers mon père, le fixant droit dans les yeux, soutenant son regard haineux. Ils ne me donnent pas une maison. Ils me donnent leur dette. Ils veulent que je signe pour reprendre le crédit de 160 000 € à mon nom, grâce à mon bon salaire et mon statut de cadre. Le plan était simple, moi, je paie tous les mois pour la ruine pleine de champignons. Eux, ils partent en vacances avec le camping-car et Félicie. Je balayai la salle du regard, croisant les yeux écarquillés de mes oncles et tantes. Avec les 60 000 € de travaux urgents et les 160 000 € de dette bancaire, c'est un cadeau à moins 220 000 €. Quelle générosité parentale! Merci papa, merci maman. Tante Mathilde, la sœur aînée de ma mère, une femme droite et sévère, se leva lentement. Elle tremblait de tout son corps. Sibylle? Baudouin? Est-ce que c'est vrai? Répondez. Vous vouliez piéger votre propre fille? Vous vouliez la ruiner? Non. C'est faux. C'est une manipulation, glapit ma mère, les larmes jaillissant de ses yeux et cette fois, c'était la panique pure, la peur de voir son masque social tomber. C'est un investissement. La maison vaut le double. On voulait juste l'aider à se constituer un patrimoine. Elle déforme tout. Un patrimoine qui s'effondre et qui pue le moisi, coupai-je sèchement. Félicie, voyant le navire couler, se leva à son tour, tapant du pied comme une enfant gâtée privée de dessert. Tu mens. Tu es juste jalouse. Tu as monté tout ça parce que tu ne supportes pas que j'ai eu la montre et pas toi. Tu es une sorcière aigrie. Tu veux détruire la famille. Je laissai échapper un rire bref et sans joie, un son qui glaça l'atmosphère. Félicie, regarde l'écran, espèce d'idiote, dis-je en pointant le projecteur. Ton nom est sur le contrat d'assurance du camping-car en tant que conducteur secondaire. Tu étais au courant. Tu savais qu'ils allaient m'escroquer pour que tu puisses partir en road trip avec eux. Tu étais complice. Félicie ouvrit la bouche, cherchant une excuse, mais aucun son ne sortit. Elle retomba sur sa chaise, le visage en feu, écrasée par la preuve. Je vous laisse la maison, dis-je en jetant le dossier notarié au milieu des restes de foie gras et de pain. Et je vous laisse la dette. Débrouillez-vous avec la banque. Je ne suis plus votre banquière, ni votre victime. L'humiliation était totale, absolue. Mon père, le patriarche orgueilleux, voyant son empire de mensonges s'écrouler devant l'élite de la famille, opta pour la seule sortie qu'il connaissait, la carte ultime du manipulateur, la victimisation extrême. Son visage vira au cramoisi, les veines de son cou saillirent dangereusement. Il porta soudainement ses deux mains à sa poitrine, lâchant un râle théâtral qui résonna dans le silence de mort de la pièce. Argue. Mon cœur. Ça serre. Je ne peux plus respirer. Il vacilla et s'effondra lourdement sur le parquet, renversant sa chaise dans un fracas épouvantable. Papa! Papa! Hurla Félicie en se jetant à genoux près de lui, sa robe rouge s'étalant sur le sol. Au secours! Il fait une attaque. Isor, tu l'as tué. Tu as tué papa avec ta méchanceté. Ma mère se mit à hurler comme une sirène d'alarme, se jetant sur le corps de son mari, appelez le SAMU. Vite! Mon Baudouin se meurt. Sauvez-le. La panique s'empara de la salle. Les oncles se levèrent en renversant leurs verres, les tantes crièrent. C'était le chaos total. Une diversion parfaite. Plus personne ne parlait de la dette ou de la mérule,
Tout le monde ne voyait plus que le pauvre père, victime d'une fille ingrate. Mais je restais immobile, debout au-dessus de lui, les bras croisés, froide comme la pierre. Je regardais l'homme qui m'avait élevé se tordre sur le sol. Je suis auditrice, je repère les anomalies, je ne réagis pas à l'émotion brute. Il se tenait le côté gauche de la poitrine, certes, mais sa respiration n'était pas sifflante ni saccadée. Sa peau était rouge de colère et de honte, pas grise, moite ou pâle comme lors d'un véritable infarctus du myocarde. Et surtout, détail accablant, je vis son œil droit s'entrouvrir légèrement, juste une fente, pour vérifier si son public était captivé par sa performance. Vite! Le 15. Qui a un téléphone? Cria tante Claudine, hystérique. Non, dis-je d'une voix forte et autoritaire qui figea tout le monde sur place. Pas besoin d'appeler les urgences pour ça. On va économiser l'argent du contribuable. Je sortis mon propre téléphone. Docteur Bernard. Êtes-vous là? Criai-je vers la baie vitrée ouverte qui donnait sur la terrasse. Le docteur Bernard, ami de la famille et médecin traitant de mon père depuis 20 ans, était sorti fumer un cigare pour échapper aux discussions mondaines. En entendant les cris, il accourut, son visage inquiet, son cigare encore à la main. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi passer. Il écarta les invités d'un geste professionnel. En voyant arriver le docteur Bernard, l'homme qui savait pertinemment que le cœur de mon père était solide comme un roc, que ses artères étaient claires et que son seul problème de santé était la goutte due à l'excès de charcuterie et de vin, le corps de mon père se raidit imperceptiblement. Il savait qu'il était piégé. S'il continuait à jouer la comédie, Bernard l'examinerait, prendrait son pouls, écouterait son cœur et dénoncerait la supercherie devant tout le monde. L'humiliation serait doublée. On ne ment pas à son médecin devant témoin. Miraculeusement, les gémissements de mon père diminuèrent d'intensité. Ça va un peu mieux, halta-t-il en essayant de s'asseoir, évitant soigneusement le regard inquisiteur et sévère du médecin. C'est juste, un grand choc émotionnel. Une palpitation. J'ai besoin d'air. Une récupération miraculeuse, commenta Marceau à voix basse derrière moi, avec un cynisme délicieux. Lazare, lève-toi et marche. Je m'adressai à mon père, qui était maintenant assis par terre, l'air piteux et haineux à la fois, sa chemise blanche tachée de vin. Le spectacle est fini, papa. Il n'y a pas de crise cardiaque. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des calculs, des mensonges et de la moisissure. Je ramassai mon sac à main sur la chaise. Je m'en vais. Je vous laisse expliquer à la banque pourquoi leur nouvelle caution solidaire vient de démissionner avec fracas. Joyeux anniversaire de mariage. J'espère que le gâteau sera bon. Je me dirigeai vers la sortie sans un regard en arrière, traversant la foule silencieuse qui s'écartait sur mon passage comme la mer Rouge devant Moïse. Isor. Ma mère me rattrapa dans le hall d'entrée, juste avant que je n'atteigne la porte. Elle m'agrippa le bras avec une force surprenante, ses ongles manicurés s'enfonçant douloureusement dans ma chair. Son masque de grande dame était tombé, brisé en 1000 morceaux. Son visage était tordu par la rage pure et la peur panique. Tu ne peux pas partir. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus ma fille. Je te déshérite. Tu n'auras rien. Tu entends? Rien. Je regardai sa main agrippée à mon bras, puis je relevai les yeux vers les siens, calme et sec. Maman, dis-je doucement, presque avec tristesse, tu m'as déshérité au moment où tu as donné des diamants à Félicie et une dette mortelle à moi. Quant à l'héritage, garde-le. 0 plus 0, ça fait toujours 0. Ton empire est en carton-pâte, et il prend l'eau. Je me dégageai brusquement et ouvris la porte d'entrée. Le vent froid et la pluie me fouettèrent le visage, mais pour la première fois de ma vie, je ne ressentis pas le froid. Je ressentis une chaleur intense, celle de la liberté. Je laissai derrière moi les cris, les pleurs et la ruine imminente de la maison de la Croix. Je roulai pendant 4 heures sous la pluie battante pour rentrer à Lyon, la musique à fond pour couvrir le silence de mes pensées. L'adrénaline me gardait éveillée, mes mains ne tremblaient plus sur le volant. Quand je fermai enfin la porte de mon appartement, mon petit sanctuaire de 60 mètres carrés que je payais moi-même, sain, propre et sans mérules, je m'effondrai. J'ai dormi 12 heures d'affilée, un sommeil lourd, sans rêve, le sommeil du juste.
Mais je savais que ce n'était pas fini. Les narcissiques comme mes parents n'abandonnent jamais sans essayer de détruire la réputation de celui qui a osé leur échapper. 3 jours plus tard, Marceau m'envoya un lien par SMS. Ne réponds pas à chaud, mais regarde. Ta mère est en roue libre sur Facebook. Elle joue la Madone des douleurs. Je cliquai sur le lien. C'était un post public sur le mur de ma mère, visible par tous. Une photo d'elle, allongée sur un lit d'hôpital, clairement une mise en scène. Je reconnus le papier peint de la chambre d'amis en arrière-plan et non celui de l'hôpital local, le visage blême, un chapelet à la main. Le texte était un chef-d'œuvre de fiction mélodramatique, mon cœur de mère saigne et se brise. En ce jour sacré de nos 40 ans de mariage, notre fille aînée Isor nous a trahis de la pire des manières. Jalouse de sa jeune sœur Félicie, dévorée par une cupidité sans nom et une amertume toxique, elle a inventé des horreurs pour nous salir devant toute la famille réunie. Elle a prétendu que notre maison, le berceau de nos ancêtres, était insalubre. Elle nous a accusés de vouloir la voler. Tout cela parce que nous avons refusé de lui donner de l'argent liquide pour ses investissements personnels douteux. Elle a failli tuer son père de chagrin, il est encore alité. Priez pour nous. Une mère ne devrait jamais connaître une telle douleur venant de sa propre chair. Les commentaires pleuvaient, alimentés par ses amis du bridge qui n'étaient pas au dîner. Quelle honte, courage Sibylle, on est avec toi, on sait ce que tu as sacrifié pour elle, enfant ingrate, le karma s'occupera d'elle. Et Félicie avait ajouté, perfide, elle a toujours été instable émotionnellement. Je pense qu'elle a besoin d'aide psychiatrique urgente, nous sommes très inquiets pour sa santé mentale. Je sentis la colère monter, une bouffée de chaleur, mais je la canalisai immédiatement. Je ne suis pas une enfant qui pleurniche. Je suis une professionnelle de la preuve. Je ne réponds pas avec des émotions, je réponds avec des faits vérifiables. Je ne fis pas de longs discours de justification. Je postai simplement 3 images en commentaire de son statut, visibles par tous ses amis et la famille. La photo haute résolution de la clause de transfert de dette de 160 000 €, avec les noms de mes parents et le mien, entourés en rouge. La photo macroscopique de la mérule dans la cave, datée et géolocalisée, avec le devis estimatif des travaux à 60 000 € que j'avais téléchargé. La facture du camping-car à 95 000 €, datée d'une semaine avant la crise cardiaque, prouvant qu'ils avaient de l'argent mais pas pour la maison. J'ajoutais une seule légende, cinglante, maman, la vérité se trouve dans les chiffres bancaires, pas dans les larmes de crocodile. Tu voulais me faire signer une dette de 160 000 € pour une maison contaminée par la mérule, voir photo 2, pendant que tu dépensais l'argent des réparations dans un camping-car de luxe pour toi et Félicie, voir facture photo 3. Je ne suis pas instable, je suis juste solvable, et c'est ce que tu voulais voler. Bon rétablissement dans la chambre d'amis, le papier peint est joli. J'appuyai sur « Envoyer ». L'effet fut dévastateur et immédiat. En quelques heures, les commentaires de soutien à ma mère s'arrêtèrent net. Des cousins présents à la fête, qui n'osaient rien dire jusque-là, commencèrent à « liker » mon commentaire. La rumeur enflait. La honte changeait de camp. Les gens réalisaient qu'ils avaient été manipulés. Le post fut supprimé 4 heures plus tard par ma mère. Mais le mal était fait. La vérité était sortie. Marceau avait fait des captures d'écran, au cas où. Une semaine après, je reçus une lettre recommandée d'un avocat. Une mise en demeure menaçante, m'accusant de diffamation publique, d'atteinte à la vie privée et de violence psychologique sur personnes vulnérables, réclamant 50 000 € de dommages et intérêts et des excuses publiques. J'éclatai de rire dans ma cuisine. Ils n'avaient même plus de quoi payer leur traite de crédit, comment allaient-ils payer un procès long et coûteux? C'était du bluff. Je transférai le tout à mon avocate, Maître Vasseur, une redoutable procédurière. Elle leur répondit par un courrier cinglant de 3 pages, évoquant une contre-attaque immédiate pour tentative d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance et dol. Après ça? Plus rien. Silence radio absolu. Le silence des vaincus qui battent en retraite. Les mois qui suivirent furent ceux de la déchéance lente mais inéluctable pour la prestigieuse famille de la Croix. Les nouvelles me parvenaient par bribes via Marceau, mon fidèle allié. La Banque Crédit Agricole, alertée par le scandale public,
et probablement par un coup de fil anonyme d'un oncle banquier présent au dîner qui ne voulait pas être complice, diligenta une expertise contradictoire de la maison. La mérule fut officiellement découverte et actée. La valeur de la maison s'effondra à presque rien, le terrain valait plus cher nu qu'avec la maison dessus. La banque prononça la déchéance du terme pour fausse déclaration et dépréciation du gage. Ils exigèrent le remboursement immédiat et intégral du prêt. Le camping-car fut saisi par les huissiers avant même d'avoir parcouru 100 kilomètres. Il était encore neuf. Félicie dut vendre sa montre Cartier en urgence pour payer les frais d'avocat. Ironie du sort, elle découvrit chez le bijoutier que mon père l'avait acheté d'occasion sur un site douteux sans papier d'origine certifié. Elle n'en tira qu'une fraction du prix, une somme dérisoire qui fut engloutie en quelques semaines de loyer et de nourriture. Car oui, ils ont dû partir. La maison a été saisie et vendue aux enchères judiciaires pour une bouchée de pain à un promoteur immobilier qui a prévu de tout raser. L'héritage des Delacroix a fini sous la pelle d'un bulldozer. Aujourd'hui, mes parents et Félicie vivent dans un 3 pièces loué, humide et sombre, en banlieue de Rouen. Fini les réceptions mondaines, fini le prestige, fini les apparences. Ils sont face à eux-mêmes, et face à leurs dettes qui les suivront jusqu'à la tombe. Moi? Je suis actuellement assise dans le salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle. Je sirote une coupe de champagne millésimée. Devant moi, mon passeport et un billet aller-retour pour Reykjavik, en Islande. J'ai obtenu une promotion le mois dernier. Je suis passée directrice de l'audit groupe. Avec l'augmentation substantielle, je me suis offert ce voyage pour aller chasser les aurores boréales, un rêve que je caressais depuis mes 20 ans mais que je repoussais toujours pour aider la famille en cas de besoin, gardant mon épargne au cas où. Plus maintenant. Il n'y a plus de au cas où. Mon téléphone vibre sur la table basse. Un message d'un numéro inconnu. Je sais instinctivement que c'est ma mère, même si j'ai bloqué tous leurs anciens numéros. Je l'ouvre par curiosité morbide. Isor, ton père ne va vraiment pas bien. Le stress. On a du mal à payer le chauffage cet hiver. S'il te plaît, on est ta famille, ton sang. Pardonne-nous. Tout le monde fait des erreurs. Aide-nous juste un peu. On t'aime. Je relis le message. On t'aime. Ces mots qu'ils n'ont jamais dit quand j'étais là, ils les utilisent maintenant comme une monnaie d'échange. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Je sonde mon cœur. Non. Je ressens de la pitié, certes, mais une pitié distante, froide, comme celle qu'on éprouve pour un personnage tragique dans un film qu'on regarde de loin. Si j'envoie de l'argent, je rouvre la porte aux abus. Je deviens leur béquille, et ils ne marcheront jamais seuls. Je finance leur toxicité. Je pose mon verre de champagne. Je dis mon doigt sur l'écran. Bloquer ce correspondant. Je me lève, lisse ma jupe, et me dirige vers la porte d'embarquement. Les aurores boréales m'attendent. Ma vie m'attend. Une vie sans moisissure, sans dette cachée, sans mensonge et sans culpabilité. C'est la fin de mon histoire, les amis. J'ai choisi de me sauver moi-même plutôt que de couler avec le navire familial qui prenait l'eau de toutes parts. Certains diront que c'est égoïste, que la famille c'est sacré. Moi, j'appelle ça de la survie et du respect de soi. Et vous? Auriez-vous craqué devant ce dernier SMS de détresse? Pensez-vous que j'ai été trop dur en les exposant ainsi? Si cette histoire vous a touché, révolté ou inspiré, mettez un énorme like sur la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine story time, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage pour dire non à une famille toxique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, protégez-vous, et à bientôt.